Le Japon pensait pouvoir tenir tête à la Chine avec une simple liste de restrictions. Mais au lieu de provoquer seulement quelques déclarations officielles ou de banales protestations diplomatiques, Tokyo a déclenché quelque chose de beaucoup plus préoccupant. En l'espace de quelques semaines, Pékin a prouvé qu'elle n'avait même pas besoin de hausser le ton pour mettre à genoux une économie entière. Il lui suffit simplement de couper l'accès aux minéraux essentiels qui alimentent voitures, satellites, missiles et robots. Et aujourd'hui, avec près de 90% du raffinage mondial sous sa tutelle, le Japon réalise qu'un simple document validé à Pékin peut suffire à immobiliser des usines situées à des milliers de kilomètres. Tokyo était pourtant convaincu d'avoir prévu chaque scénario. Lorsque le gouvernement japonais a intégré plus d'une centaine d'entreprises technologiques chinoises à une nouvelle liste de contrôle des exportations, les responsables politiques s'attendaient au déroulement habituel. Protestation de Pékin, soutien de Washington, puis retour à des discussions classiques. Mais rien ne s'est passé comme anticipé. À peine la liste rendue publique, un phénomène silencieux mais d'une redoutable efficacité s'est mis en marche. Les cargaisons de terres rares en provenance de Chine ont tout simplement cessé d'arriver dans les ports japonais. Pas de communiqué, pas d'annonce formelle. Un jour, les livraisons suivaient leur rythme normal. Le lendemain, la chaîne d'approvisionnement s'effondrait dans un mutisme total. À Nagoya, cœur industriel du pays, les constructeurs automobiles se sont précipités pour sécuriser les aimants permanents indispensables aux moteurs électriques. Les fabricants de semi-conducteurs, eux, ont constaté un trou inquiétant dans leur inventaire. En quelques jours, il est devenu évident que les mesures japonaises s'entrechoquaient directement avec les nouvelles exigences imposées par Pékin, générant une sorte de blocus discret mais cumulatif. Ce choc n'était pas isolé. Depuis le début de l'année, la Chine resserrait progressivement sa mainmise sur les minerais essentiels destinés aux moteurs de fusée, aux robots industriels, aux systèmes de guidance militaire et aux véhicules électriques. Puis, en octobre, Pékin a ajouté une nouvelle couche de procédures, formulaires inédits, licences supplémentaires, contrôles renforcés. Les autorisations autrefois délivrées en un mois glissaient désormais vers le trimestre suivant. Les chiffres ont vite confirmé ce tournant. En septembre, les exportations chinoises de terres rares avaient chuté de plus de 30% par rapport à août. Quant aux livraisons de métaux indispensables à l'automobile et à la défense, elles se sont effondrées peu après un léger sursaut estival. Comme la Chine domine près de 85% du raffinage mondial, la moindre bureaucratie supplémentaire déclenche une crise ailleurs. La rencontre entre la liste noire japonaise et le nouveau système chinois de contrôle a créé un cercle vicieux qui se resserrait semaine après semaine. Sur les lignes d'assemblage, les failles sont apparues presque immédiatement. À Shizuoka, la production de la Suzuki Swift a été stoppée à 2 reprises entre mai et juin. Les fournisseurs murmuraient que la cause était la lenteur des validations à Pékin. Lorsque les cargaisons ont fini par reprendre, la chaîne a redémarré, mais sans illusion. La menace ne s'était pas évanouie, elle avait simplement été repoussée quelques instants. Et tout cela se déroulait dans un contexte politique particulièrement délicat. À la suite de la démission de Shigeru Ishiba, le Parlement japonais a porté au pouvoir Sanae Takeishi, première femme à occuper le poste de première ministre dans l'histoire du pays. À peine entrée en fonction, elle a dévoilé un ambitieux programme de revitalisation industrielle basé sur la défense, l'aéronautique, l'intelligence artificielle et une nouvelle génération de semi-conducteurs. Mais au ministère des Finances, Katsunobu Kato a aussitôt lancé un avertissement. La rigidité croissante des procédures imposées par la Chine risquait d'ébranler la stabilité économique du pays tout entier. Face à cette menace structurelle, Tokyo a cherché à consolider ses alliances. À la fin du mois d'octobre, les États-Unis et le Japon ont signé un nouveau cadre de coopération portant sur le nucléaire civil et les chaînes d'approvisionnement en terres rares. Une démarche symbolique certes, mais une signature ne remplace pas des matières premières physiques. Car Pékin conserve la main sur l'ensemble des segments critiques: extraction, séparation, raffinage, production d'alliages et fabrication d'aimants permanents. Les grands groupes de négoce ont tenté d'adapter leur stratégie. Ils ont mis en avant leur approvisionnement auprès de Lynas en Malaisie pour les terres rares lourdes, vantant ainsi une alternative hors Chine. Mais cette autonomie apparente restait trompeuse. Certains aimants de haute performance, alliages résistants à la chaleur ou composants destinés à l'aviation, sont pratiquement introuvables ailleurs qu'en Chine. Le véritable verrou se situe non pas dans les mines, mais dans la chimie. Ce sont les étapes de séparation et de purification extrêmement complexes que la Chine domine depuis plusieurs décennies grâce à de vastes subventions et une expertise technique irremplaçable. Chaque fois que Pékin ralentit les inspections ou les formalités,
le marché mondial en subit immédiatement les secousses. En octobre, un simple ajustement administratif a suffi à faire retomber les volumes exportés à leur niveau le plus bas depuis les confinements de 2020. La situation s'est encore détériorée lorsque le Japon a durci à son tour ses propres contrôles sur les équipements de fabrication avancés utilisés dans les usines chinoises. Pour Pékin, il s'agissait d'une escalade directe, renforçant la tension dans deux secteurs vitaux. Tokyo Electron, principal fournisseur japonais de machines pour semi-conducteurs, a admis récemment que ces nouvelles règles pesaient déjà sur ses profits malgré une demande mondiale alimentée par le boom de l'intelligence artificielle. Pour la Chine, l'arme la plus redoutable en 2025 n'était ni un embargo ni une taxe, mais la bureaucratie. Licences, vérifications, contrôles interminables. La capacité de ralentir l'activité d'une usine située à l'autre bout du monde en retardant un simple document s'est révélée bien plus puissante que n'importe quelle menace explicite. Pékin n'a même plus besoin de hausser le ton. Il lui suffit de laisser s'accumuler les dossiers pour que les chaînes de production étrangères commencent à suffoquer. Et cette fois, un détail supplémentaire a attiré l'attention des analystes. Les nouvelles procédures ne visaient pas uniquement les entreprises chinoises, elles s'appliquaient également aux fabricants étrangers employant des matériaux ou des équipements d'origine chinoise. L'influence de Pékin s'étendait ainsi jusqu'aux ateliers laboratoires que l'on croyait autrefois protégés. Elle franchissait désormais les frontières, s'immisçant au cœur des chaînes de valeur mondiales, des usines automobiles d'Aichi au pôle aéronautique d'Ishikawa. Une réalité s'impose désormais. La Chine contrôle près de 70% de l'extraction des terres rares, environ 85% du raffinage et près de 90% de la production mondiale d'aimants permanents. Du minerai brut au composant final utilisé dans les moteurs électriques, Pékin reste l'acteur incontournable, celui qui détermine le rythme auquel l'industrie mondiale avance ou s'arrête. Pour Toyota et Denso, il n'existe aucune échappatoire. Sans terbium ni dysprosium, aucun aimant haute performance ne peut supporter les températures extrêmes générées par les moteurs modernes. Et sans ces aimants, les véhicules électriques perdent leur efficacité, leur autonomie et une grande partie de leur compétitivité. Mais derrière cette vulnérabilité technique se cache une vérité encore plus implacable. Sans licence d'exportation émise par la Chine, ni un gramme de ces matériaux ne quitte son territoire, quelle que soit la demande mondiale. À Tokyo, dans les cercles stratégiques, une inquiétude froide s'installe. Les décideurs sentent la pression se resserrer lentement, mais inexorablement, et une véritable course contre la montre commence. L'objectif, trouver une issue avant qu'un nouveau choc d'approvisionnement ne vienne paralyser à nouveau l'industrie japonaise et exposer au grand jour l'ampleur de sa dépendance. Pour comprendre cette tension, il faut s'écarter des déclarations officielles et observer la confrontation discrète qui se joue autour des terres rares, une bataille où diplomatie, chimie industrielle et géopolitique s'entremêlent. Depuis des années, le Japon tente de bâtir un filet de sécurité minérale. Investissement dans des coopérations minières étrangères, financement de projets d'extraction, lancement de centres de recyclage pour récupérer des métaux précieux dans les appareils usagés. Sur le papier, l'ensemble ressemble à une progression vers l'autonomie. En pratique, l'équilibre demeure fragile, presque illusoire. En juin, l'un des rares fournisseurs non chinois, l'Inde, a brusquement restreint ses exportations de terres rares. Officiellement, il s'agissait d'une mesure de sécurité nationale, un simple ajustement administratif. Mais pour le Japon, l'effet a été immédiat. Une source alternative venait de disparaître du jour au lendemain, créant un vide que personne n'était en mesure de combler. Cette retirée indienne a mis en lumière une fragilité structurelle profonde. Même lorsque le minerai est extrait hors Chine, une grande partie des étapes essentielles, séparation, purification, stabilisation, continuent d'être réalisées dans des usines chinoises, maîtrisant une complexité que peu de pays peuvent égaler. Tant que Pékin contrôle ces phases critiques, toute tentative de diversification reste indirectement dépendante de son aval. Une autorisation que la Chine peut accorder ou retirer selon sa stratégie. Et cette dépendance, Pékin n'hésite pas à l'utiliser avec une précision millimétrée. Les licences se resserrent ou s'assouplissent de façon presque politique, comme si chaque délai était conçu pour transmettre un message. Lorsque Washington a obtenu un accord limité avec la Chine sur certains permis, les capitales européennes se sont précipitées à négocier des arrangements similaires, redoutant d'être prises de court dans un marché saturé. Berlin, Paris et Rome ont immédiatement multiplié leurs visites diplomatiques, conscientes qu'un simple délai de quelques semaines pouvait déstabiliser des chaînes industrielles entières. Même les plus grandes économies comprennent désormais que la lenteur administrative chinoise est devenue un paramètre majeur de leur sécurité industrielle, un facteur presque aussi déterminant que les coûts de production ou les investissements en recherche et développement. Au Japon, cette inquiétude traverse tous les secteurs de manière palpable.
Pékin aurait exercé des pressions directes sur Tokyo pour qu'il cesse d'ajouter des entreprises chinoises à sa liste de contrôle des exportations, un geste interprété comme un avertissement diplomatique à peine voilé. Officiellement, le gouvernement japonais maintient que ces mesures visent uniquement la sécurité nationale et la prévention de la prolifération technologique, sans aucune dimension politique. Mais dans le monde industriel, la confiance s'effrite. Les dirigeants sentent que leur marge de manœuvre se réduit mois après mois. Les constructeurs automobiles, les géants de la robotique, les acteurs de l'électronique, tous surveillent désormais leur stock d'aimants avec la même anxiété qu'ils réservaient autrefois aux microprocesseurs lors de la crise de 2021. Ils savent qu'un seul maillon défaillant suffit à immobiliser une chaîne complète. Les vulnérabilités ne sont plus théoriques, elles sont déjà visibles, presque quotidiennes. Une simple rupture dans l'approvisionnement d'un composant a suffi, plus tôt cette année, à contraindre Suzuki à arrêter la production d'un modèle très demandé. Cet incident a révélé à quel point la marge de sécurité était devenue étroite, presque inexistante, et combien l'ensemble du système reposait sur un équilibre fragile, susceptible de s'effondrer au moindre choc. Le constat, lui, ne change pas. La Chine raffine à elle seule plus de 90% des terres rares de la planète et fabrique pratiquement tous les aimants de haute performance utilisés dans l'industrie moderne. Lorsque Pékin ralentit l'examen des dossiers, l'impact sur les chaînes japonaises se fait sentir presque immédiatement. Face à cette impasse, Tokyo a adopté une stratégie à deux volets. D'un côté, le pays injecte massivement des capitaux dans des couloirs d'approvisionnement alternatifs, en partenariat étroit avec les États-Unis. Les grands groupes commerciaux comme Sojitz se sont déjà tournés vers Lynas en Malaisie pour certains matériaux. De l'autre, malgré les tensions, le Japon continue d'entretenir des liens opérationnels avec la Chine, car certains matériaux d'une extrême spécialisation ne sont tout simplement disponibles nulle part ailleurs. Au début de l'automne, les signaux venus de Pékin se sont encore durcis. Obtenir une nouvelle licence d'exportation est soudain devenu nettement plus compliqué et une nouvelle vague de restrictions administratives a suivi. Cette rigidité supplémentaire est arrivée précisément au moment où les secteurs technologiques japonais, notamment les fabricants d'équipements comme Tokyo Electron, se retrouvaient pris en étau entre deux forces opposées. Un bond spectaculaire de la demande mondiale de puces pour l'intelligence artificielle et des règles plus sévères limitant les ventes d'équipements aux usines chinoises. Chaque décision devient alors un exercice d'équilibriste sur un terrain instable. Malgré les efforts diplomatiques, les paramètres fondamentaux demeurent inchangés. La domination de la Chine dans la transformation des terres rares lui offre une influence colossale sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement technologique du globe. C'est pourquoi les États-Unis comme le Japon investissent des milliards pour tenter de diversifier les sources. Et pourquoi l'Europe multiplie les accords destinés à assurer un minimum d'accès à ces ressources critiques. Chacun cherche à réduire sa dépendance, mais aucun n'a encore trouvé le moyen de contourner totalement Pékin. En novembre, la nouvelle première ministre Sanae Takaichi a fait de la sécurisation des chaînes industrielles sa première grande priorité. Elle a ordonné la création d'un quartier général stratégique chargé d'établir, sur plusieurs décennies, une planification détaillée des besoins nationaux en semi-conducteurs, matériaux critiques et technologies de défense. Chaque ministère doit désormais élaborer une feuille de route précise pour son secteur. Mais aucune de ces initiatives institutionnelles ne modifie la réalité immédiate. Pour protéger son industrie, le Japon renforce ses règles. Pour maintenir son système productif en fonctionnement, il dépend toujours des matériaux raffinés en Chine. Pendant ce temps, Pékin poursuit sa stratégie d'ajustement maîtrisé. Les terres rares constituent pour elle un levier discret, un commutateur capable d'exercer une pression sur les économies étrangères sans jamais recourir à des menaces explicites. La transition énergétique mondiale, la robotique avancée, l'armement de précision, tout continue de passer à travers ces infrastructures industrielles. Et lorsque l'on gratte la surface technologique, tout se résume à une interrogation simple, presque brutale. Quand une usine japonaise attend un aimant à haute résistance, dont l'intégralité du processus de raffinage se déroule en Chine, qui décide si cette pièce quittera ou non un port chinois ? Ce ne sont ni les discours officiels, ni les sommets internationaux, ni les accords commerciaux qui tranchent. Tout repose sur une seule chose, une approbation administrative, la signature d'un fonctionnaire chinois placé au bas d'un formulaire. Cette signature, silencieuse mais déterminante, a plus de poids qu'un arsenal militaire ou qu'un traité diplomatique. Dans cette confrontation où les chaînes d'approvisionnement sont devenues un nouveau champ de bataille, la véritable puissance ne réside plus uniquement dans la possession des ressources, mais dans la capacité d'en contrôler la circulation. Le Japon accélère, investit, tente de se réorganiser. La Chine, elle, ajuste, temporise, verrouille. Entre les deux, le monde découvre que la technologie moderne repose sur un équilibre aussi fragile qu'un cristal chauffé à blanc. Il suffit d'un retard administratif dans un bureau de Pékin
pour ébranler une industrie entière. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation ? Est-ce que selon vous, le Japon parviendra un jour à se libérer totalement de cette dépendance stratégique, ou bien la Chine restera-t-elle durablement au centre du jeu mondial ? Dites-moi votre avis dans les commentaires, je lis absolument tout, et vos analyses sont toujours très pertinentes. Merci sincèrement pour votre attention et pour votre fidélité à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer, et à laisser un petit like, ça aide énormément au référencement. Prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo du même genre. À très vite.